Vous êtes toujours sur LCF. Je suis en compagnie de David Wang, donc oncologue médical, praticien à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon et conseiller pour plusieurs laboratoires médicaux en oncologie. David Wang, on parlait de la prise en charge au niveau du cancer en France, en Chine. Vous avez un rôle important à jouer, justement de pont entre la France et la Chine. Donc, à votre avis, quels sont les points qu'il faut améliorer d'un côté comme de l'autre? Oui. Alors, c'est un sujet vraiment depuis que je commence à pratiquer la médecine en France, et j'ai toujours envie de jouer un rôle intermédiaire entre la France et la Chine au niveau médical. Pourquoi? Parce que je trouve que l'effet de acquérir certains de savoir-faire dans les deux pays, j'ai vraiment envie de jouer un rôle de pont pour chaque côté puisse bénéficier les points forts et points faibles de chaque côté et de connaître les points faibles de chaque côté aussi. Alors, pour parler les parties de points forts, commencer par le point fort. Alors, la Chine, il y a plusieurs points forts. Par exemple, on a nombre de patients chinois vraiment très conséquent. Et même le gouvernement chinois est mettre en place de développement anticancéreux, la recherche fondamentale, la recherche clinique, avec les budgets très conséquents. Et le troisième point fort, je dirais que les confrères chinois sont très motivés dans la recherche, dans la publication scientifique, dans l'optimisation de traitements anticancéreux, etc. Donc les moyens chinois sont importants et donc sont alloués à cette recherche qui fait avancer, disons, très tout rapide. ce milieu-là. Oui, ouais. Exactement. Et la côté France, je dirais que le savoir-faire de confrères, quand même, c'est très réputé dans le monde entier. Notamment, par exemple, dans le traitement de cancer colorectal. Et la France, nous avons une fondation française de cancérologie digestive, FFCD, et l'association de cancéreux digestifs qui joue le rôle très important dans le rassemblement de tous les confrères pour pouvoir participer d'un protocole qui nécessite le nombre de patients conséquent. D'accord. Qui fait qu'il y a une force unifiée et de réaliser rapidement un essai clinique. Et cette FFCD, Fédération Française Cancérologie Digestive, présidée par docteur François de Marseille, et bien qui sont réunis une équipe, tous les experts importantes, comme professeur Jean-Marc Philippe de Saint-Étienne et docteur Combe Lepage, qui est CHU de Dijon, etc. Donc ils ont une très belle équipe pour faire avancer les essais cliniques. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, essais cliniques? Alors, en deux mots, l'essai clinique, c'est-à-dire un molécule qui est en phase de développement, qui n'est pas encore sur marché, mais pour pouvoir mettre sur marché le nouveau traitement, il faut faire les essais cliniques. Donc, pour réaliser les essais cliniques, il faut rédiger un protocole de traitement. D'accord. Et l'essai clinique consiste en plusieurs phases. Phase 1, phase 2, phase 3, voire parfois phase 4. D'accord. Donc chaque phase de l'essai clinique a son but, l'objectif différent. La phase 1, ça nécessite un nombre de patients limité, mais le but, c'est de identifier vraiment le dose et la toxicité générée par ce traitement.
La phase 2, de manière caricature, c'est de aussi continuer à développer, de découvrir les toxicités de nouveaux traitements. Et pour confirmer et pour optimiser encore la dose. Et la phase 3, c'est bien entendu avec le nombre de patients, parfois 500, voire 2000 dans la cancérologie, 10 000 dans le cancer, dans le maladie cardio, etc., pour vraiment confirmer son efficacité. De chercher l'efficacité du traitement. Et c'est pas la même objectif. Et qui fait que ça, c'est la 3 phases obligatoires pour confirmer un traitement anticancéreux si efficace ou pas. Et pouvoir le mettre sur le marché. Ensuite, sur le marché. Donc, EMEA, l'autorité de santé européenne et ANSM français, vous voyez, sont une règle très stricte pour sélectionner les patients qui correspondent bien les critères du traitement. D'accord. Donc donc là, vous avez évoqué 2 points forts côté chinois, recherche et les moyens alloués à la recherche dans cet univers. Et côté français, on va dire les essais cliniques et les procédures vis-à-vis de ces essais cliniques avant de mettre le traitement sur le marché. Alors, non seulement le savoir-faire de confrères français qu'ils ont connus, réputés, mais aussi la qualité des essais cliniques menés par l'équipe française sont toujours souvent irréprochables. Et enfin, l'esprit rigoureux des confrères français sont très réputés aussi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire, dans un protocole des essais cliniques, il y a les critères des essais cliniques doivent respecter à la fois adaptés pour vraiment découvrir une molécule en respectant de tous les critères d'un protocole pour sélectionner les patients. Et d'autre part, si il y a un patient qui ne peut pas vraiment poursuivre ce traitement dans le cadre de protocole, les médecins, cette première mission, c'est de guérir le malade à l'écoute des patients. Donc il y a cette discussion de manière très étroite dans le sens de l'accompagnement pour les patients. Donc l'esprit rigoureux, c'est à la fois scientifique, mais en même temps dans l'écoute des patients. D'accord. Donc effectivement, le retour, patient, de voir si ça a vraiment marché, qu'est-ce qu'ils ont vécu eux pendant le traitement. Ça revient au sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, justement que c'est le temps de l'accompagnement des patients quand même plus long et plus étroite, plus humain en France qu'en Chine. Par rapport à la Chine. Je caricature aussi, mais il y a très bons confrères chinois, qui sont un bon médecin, Hao Daifu en chinois, et qui finalement a une bonne prise en charge, notamment l'hôpital Ruijin, l'hôpital Shanghai de 10e, l'hôpital populaire chinois de Shanghai, l'hôpital Ningbo, qui a une bonne équipe dynamique aujourd'hui, que j'ai côtoyé récemment, et même l'hôpital de Concorde de Xi'er dans ma ville, Fuzhou, qui est spécialisé non seulement dans la cancérologie, dans la hématologie, donc beaucoup d'hôpitaux de Pékin sont nommés et qualifiés pour réaliser les essais cliniques. Pour l'instant, ce que j'ai compris, en Chine, il y a 10 hôpitaux, voire 12, je crois, qui sont qualifiés pour réaliser les essais cliniques, alors que c'est pas le cas autrefois. Parce que pour avoir ces qualifications rigoureuses de réaliser les essais cliniques, ça nécessite vraiment une équipe rigoureuse, d'esprit rigoureux. Allez, c'est parti. Alors, David Wong, vous êtes spécialisé dans les traitements des cancers du sang, donc ce qu'on appelle l'hématologie, et les cancers digestifs, donc œsophage, estomac, colorecto, voie biliaire. Moi, récemment, j'entendais sur les médias parler beaucoup des causes du cancer. Aujourd'hui,
on comprend pas cette maladie. Enfin, comment elle arrive, quelle est la cause. J'ai entendu parler de causes extrêmement liées au côté émotionnel. Enfin, j'ai quelqu'un qui me disait, pour moi, c'était vraiment une maladie de la tristesse. Ou est-ce que vous pouvez parler un peu des causes du cancer? Est-ce que, en tout cas, dans votre domaine, l'hématologie et l'appareil digestif, est-ce que, je sais pas, après ces années de pratique, vous pouvez tirer quelques conclusions? Alors, il faut préciser d'abord différents types de cancers et différents types de causes, hein, différents types d'étiologies, on parle d'étiologie. Mais comme le temps est très limité, j'ai résumé en 5 causes hein, pour le cancer. C'est que, alors, les nourritures malsaines. D'accord, malsaines, oui. Malsaines, pardon. Et le deuxième, psychologie. D'accord. Par exemple, la tristesse, le deuil, l'antécédent familiaux, etc. D'accord. Deuxième et troisième, c'est le exogène, comme le bactéries et virus. D'accord. Cancer de l'utérus, col de l'utérus est lié de manière confirmée avec le HPV, par exemple. Human Papillomavirus, et ou même le EBV, EBV, c'est le Epstein-Barr virus d'Epstein-Barr, est lié de manière étroite avec le cancer nasopharyngé, c'est cancer tête-égout, ORL. Bactéries, c'est que Helicobacter pylori. On sait que ça fait des années qu'on a confirmé qu'il joue le rôle de transformation de cellules cancéreuses de l'estomac, cancer de l'estomac, etc. Donc c'est les troisième cause. Et le quatrième, c'est l'effet de manque de sommeil importante. Récemment, on parle beaucoup qu'il faut bien dormir avant minuit. C'est ça. Les Chinois disent 11h, 6h ou 11h, 7h, je sais plus. Voilà. Mais... En tout cas, avant minuit et dans l'environnement obscurité. D'accord. Dans l'obscurité, ça veut dire pourquoi? Parce que, vous savez, le 30%, je peux expliquer selon la côté médecine occidentale, plus précis, c'est que 30% de anticorps anticancéreux se développaient produit avant minuit et dans l'obscurité, parce que la luminosité détruit les anticorps, qui est important dans le système lutter contre le cancer. Excusez-moi, je souris parce que je pense à mes amis qui font beaucoup la fête et qui se couchent régulièrement après minuit, donc je me dis waouh, ça ils sont en train de perdre quelques années. Vous savez, mais bon, après vous savez, on parle de cigarettes, et il faut arrêter les cigarettes, il faut faire du sport, il faut l'effet de parler de façon descendant comme ceci, comme l'interview qu'on a fait. Écoutez, en mémoriser ou pas, ça, c'est comme le nuage éphémère. On écoute et on oublie. Et on sait que c'est pas bien, mais on le fait. Et je dirais vraiment, il faut qu'on voit le cas concret. Voilà, que les malades, on montre les poumons noirs, comment le cancer pulmonaire, ou bien il y a la mort d'un membre de famille subite sous les yeux, et là peut-être ça réveille un peu des jeunes générations qui vit dans le monde abstrait, qui est aussi à passer la nuit blanche, qui finalement autodétruit vraiment le système immunitaire, qui joue le rôle essentiel de lutter contre le cancer. Parce que nous avons le propre moyen, le corps. On n'a pas besoin, normalement, on n'a pas besoin de tout ce traitement qui vient de l'extérieur de notre corps. Alors que le propre système immunitaire, c'est un trésor qui se cache dans notre corps. Il faut le protéger, il faut se réveiller, il faut le entretenir.
Bon, enfin, en tout cas, donc là, on est à la 4e, manque de sommeil. Donc, vous dites, il faut se coucher, si possible, avant minuit et dans l'obscurité, parce que c'est là où on produit le plus d'anticorps. Ouais. Et la 5e... le 5e, c'est justement, je dirais que le manque de mouvement physique, c'est-à-dire le sport, et qui fait que certains de spécialistes nutritionnels, les profs du sport qui pourraient donner le bon conseil, et puisque selon la médecine chinoise, on parle de 5 mouvements qui est lié aux 5 fonctionnements des organes. Le mouvement, ça peut être courir, mouvement de l'eau, le mouvement de vent, le mouvement de bois, le mouvement de feu, etc., etc. Et tous ces mouvements, les êtres humains doivent imiter tous ces mouvements pour lutter contre et de stimuler l'énergie, etc., pour réveiller tous ces fonctionnements normaux des organes. D'accord. Ça, c'est l'explication selon la médecine chinoise, tandis que les médecines occidentales, on parle de manger des 5 fruits variés par jour. C'est beaucoup, non? Quand je vois 5 fruits et 5 légumes, ouais. C'est énorme quand même. 5 fruits, c'est 5 pommes par jour, c'est énorme. 5 fruits variés par jour. C'est-à-dire, il faut bien prendre une pomme, une clémentine, une orange, voilà, vous voyez, différents de fruits et différents de légumes, idéalement. D'accord. Si vous ne pouvez pas le faire, au moins 3 légumes différents par jour. Je mange plus de légumes que de fruits, par exemple. C'est déjà aussi bien. Ouais. Idéalement, c'est manger les légumes qui est coloré, ça veut dire vert, rouge, jaune. Voilà, qui contient beaucoup de antioxydants. D'accord. Et mais il faut savoir aussi, il faut suivre les conseils de nutrition, spécialistes nutritionnistes, qu'on ne peut pas prendre toujours l'antioxydant dans les différents légumes, parce que notamment l'antioxydant joue le rôle dans l'enzyme qui raccourcit la chromosome. Chromosome, c'est la forme de l'ADN. Oui. Et ça, je suis pas bien placé pour donner le conseil de nutrition, mais je vous conseille vraiment d'aller voir un nutritionniste. Un jour, tôt ou tard, voilà. Tout le monde doit y aller pour des petits ajustements. Oui, exactement. Moi, je vous propose de faire une autre pause en musique et on va se retrouver pour terminer notre conversation sous un point de vue peut-être un peu plus personnel, un peu plus intime, vu que vous vous retrouvez à accompagner des personnes souvent vers la mort, c'est le cas de le dire. Et donc, qu'est-ce qui vous aide, vous aussi, en tant qu'être humain, justement, à côtoyer ces personnes et à les accompagner au mieux? Oui, volontiers. Merci.